Bonjour, on se retrouve dans un nouvel épisode de Graines d'artistes. Aujourd'hui, on est à Amiens, à l'aéroclub d'Amiens, et on va parler du coup forcément avion un peu en tout genre. Merci de nous accueillir dans l'aéroclub pour nous présenter toutes ces activités. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer ? Alors, pour commencer, notre aéroclub s'appelle l'aéroclub de Picardie Amiens Métropole, parce que l'aéroclub d'Amiens, c'est l'aéroclub concurrent. Mais on est bien basé à Amiens, il n'y a pas de souci, on est sur la plateforme d'Amiens-Glizy. Dans notre aéroclub, une des spécificités, c'est qu'on a 3 sections. Une section vol moteur, avion, petit avion, aviation générale, vol à voile, des planeurs, et ULM. Et ça, c'est assez rare. Et au sein de la section vol moteur, on pratique la voltige, on est une équipe sportive voltige. Ok, super pour cette introduction. Et du coup, toi, tu es à la fois, t'as ce côté un peu loisir, on va dire, et professionnel dans l'avion. Qu'est-ce qui te passionne justement dans l'aviation et qui fait que finalement, que ce soit ton temps libre ou ton temps professionnel, tu pilotes ? Moi, ce qui me passionne, c'est le vol. Que ce soit des grosses machines, décoller 300 tonnes ou décoller 300 kg, les lois aérodynamiques sont les mêmes, le plaisir est le même. Le pilotage est un tout petit peu différent parce qu'on n'utilise pas la même partie du domaine de vol. En aviation de ligne, on utilise la partie haute vitesse et puis haute altitude. Là, on est plutôt basse vitesse et basse altitude, entre guillemets, basse vitesse, entre guillemets. Mais on n'atteint pas les phénomènes de compressibilité. Mais c'est la même chose, c'est le même plaisir, le même loisir. Enfin, loisir d'un côté, non, mais c'est le même plaisir en tout cas. Super. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu depuis quand le club a été créé, à peu près combien de personnes il y a par exemple aujourd'hui Alors le club a été créé en 1909 de mémoire, un an près, je crois que c'est 1909. C'est ça. On a à peu près 150 membres, un petit peu plus. On fait à peu près presque 3000 heures de vol, toutes sections confondues, presque, hein, pas tout à fait. Et puis, quoi dire encore ? Voilà, en gros, pour son histoire. C'est un club qui a évolué, qui est issu. On a bénéficié un petit peu de l'après-guerre et puis de l'aviation populaire, qui n'existe plus, c'est une notion qui n'existe plus, mais la philosophie reste la même, c'est-à-dire c'est une association de loi de 1901 où on partage, c'est une mise en commun de biens matériels, humains, etc., pour pouvoir voler à moindre coût et de manière sous forme de loisir, et uniquement sous forme de loisir. Et justement, c'est quoi un peu les objectifs ou ambitions du club là actuellement ? Vous veniez de reprendre justement la présidente avec Marie qu'on ne voit pas mais qu'on verra juste après. C'est quoi vos objectifs ? Alors, l'objectif, le constat, il était simple. Hein. On avait un club qui était géré, bien géré au quotidien. C'est-à-dire les affaires courantes, rien à dire, c'était bien géré, avec une philosophie de bon père de famille, mais absolument pas projetée vers l'avenir. Et aujourd'hui, la société évolue très vite, les coûts explosent, l'aspect trace environnementale devient importante et on est obligé de s'adapter. Donc mon objectif à moi, c'est de projeter le club pour perdurer avec un environnement qui évolue très 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 vite. Voilà, c'est ça. Préparer l'avenir, se projeter. Ok. Et du coup, un peu dans cette optique, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est justement les différentes sections, c'est quoi les différences entre les 3 sections des avions Section vol moteur, ce sont les petits avions. Aviation légère, on a jusqu'à 4 places chez nous, on a du biplace jusqu'aux 4 places. Sont des avions qui utilisent un moteur pour se déplacer. L'objectif, c'est déjà apprendre à piloter et puis ensuite faire des voyages. Il y a une section un petit peu plus sportive, entre guillemets, ce sont le vol à voile, les vols planeurs. Le planeur n'a pas besoin de moteur pour voler, il a juste besoin d'être tiré par un avion, tracté,
pour décoller. Et une fois qu'il est en l'air, en fonction des conditions météo, il peut tenir en l'air et lui aussi, il peut faire des circuits. Le problème, c'est qu'il ne peut pas se poser parce qu'une fois qu'il est posé, il ne peut pas redécoller. Donc, ils font des cercles et des boucles et ils reviennent se poser ici. Okay. Et ensuite, il y a l'ULM qui est une aviation un petit peu différente. Par rapport au vol moteur, on utilise du matériel certifié en vol moteur. En ULM, c'est un petit peu différent, ce n'est pas la même réglementation. Donc ça permet une accession au vol à moindre coût. Un ULM, ça coûte à peu près 80, 90, 100 balles maxi pour les plus belles machines à l'heure de vol. Un avion, ça peut doubler facilement jusqu'à 200 balles, voire plus, suivant le type de matériel que vous utilisez. Le planeur, c'est ce qu'il y a de moins cher. Vous payez le remorqué qui est de 44 € ici. Puis ensuite, vous payez 30 € ou 30, je ne sais plus combien. C'est pas très élevé, ça doit être 35 €, quelque chose comme ça, à l'heure de location. Enfin, location, c'est pas vraiment la location, mais à l'heure d'utilisation du planeur. D'accord. Vous pouvez faire 4 ou 5 heures de vol pour moins de 200 balles, quoi. Remorqué compris. Donc ça reste moins cher qu'un vol. Ça reste beaucoup moins cher. Et au niveau de, par exemple, de l'âge, est-ce qu'il y a des conditions si on veut essayer un vol, si on veut pratiquer, comment ça marche un peu? L'âge, l'objectif pour moi, c'est vraiment de cultiver cette ambiance club, toute section. Quelle que soit la section, l'objectif, le plaisir vient de voler. Donc, pour moi, je ne fais pas de différence entre vol moteur, ULM, etc. J'ai mon avis sur les uns et les autres. Vol moteur, c'est pour voyager un peu plus. Comment dirais-je, le vol à voile, c'est vraiment pour le sport, le défi, essayer de rester en l'air en fonction des conditions météo, etc. Et l'ULM, c'est vraiment un produit d'appel. C'est moins performant, ça vole moins vite, c'est limité à 2 places, etc. Donc on ne peut pas faire tout ce qu'on fait en avion, en tout cas pas aussi rapidement. Mais c'est quand même un prix d'appel en disant les gens qui ont le moins de moyens, en disant vous voyez, c'est possible pour plus de gens. L'objectif, c'est vraiment une pyramide, c'est-à-dire élargir au maximum la possibilité du nombre de personnes pour tenir dans le temps, que la pyramide monte le plus haut possible et de manière le plus stable possible. C'est mon objectif et c'est pas évident, c'est pas facile. Je peux bien le croire. Du coup, au niveau de justement tout ce qui est accessibilité, vous avez aussi des jeunes, des centres de loisirs qui viennent, vous avez beaucoup de choses pour on va dire les enfants ou en tout cas ados avec aussi le BIA. Vous avez vraiment une vocation de justement inclure aussi les jeunes pour après, j'imagine, comme tu disais tout à l'heure, tourner vers le futur, aussi les inclure là-dedans et leur donner la passion. C'est vraiment... Vous avez plusieurs types de populations. Il y a les anciens qui font partie du présent, malheureusement bientôt du passé, mais qui ont une expertise. Il y a les jeunes qui font forcément eux aussi partie du présent, mais surtout du futur. Et il faut qu'on transmette toute cette compétence et il faut que ça se fasse de manière naturelle et durablement dans le temps. Pour moi, c'est super important d'avoir une population la plus large possible, socialement parlant. On en parlait en fonction des coûts, bien sûr. Et puis, au niveau de la pyramide des âges, c'est super important qu'il y ait un mélange. Mais l'avenir, c'est la jeunesse. L'avenir, c'est la jeunesse. S'arc-bouter sur des trucs d'anciens et s'entendre dire ce que j'entends beaucoup. Ah, de mon temps, bah ouais, mais ton temps, il est révolu, quoi. Maintenant, on peut parler de ton temps, mais on fait quoi? Ton temps, ce qui se faisait à ton époque n'est pas transposable aujourd'hui. Parce que les mentalités ont évolué, la réglementation a évolué, les valeurs de la société ont évolué. Donc on est obligé de s'adapter et ça passe par la jeunesse. Oui, donc un petit point fort jeunesse aussi à développer. Et vous formez aussi du coup au BIA et pour les pilotes, pour le professionnel après. Oui. Comment tu peux expliquer un petit peu peut-être comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? On a une équipe qui s'occupe du BIA et qui va démarcher un petit peu les écoles, les collèges, etc. en disant voilà ce qu'on propose comme formation.
l'objectif, l'éducation nationale peut former au BIA au sein de ses écoles. C'est une volonté du responsable de l'établissement. Nous, ce qu'on souhaite, c'est former les gens sur site pour donner l'intérêt et puis surtout pour faire découvrir aux jeunes que dans l'aviation, il y a du travail. Il y a des débouchés possibles. Alors les débouchés sont très très larges, c'est pas forcément finir dans un cockpit. Il y a de la maintenance, il y a des agents d'opération, il y a des agents d'embarquement, c'est très très large comme nombre de métiers qui gravitent autour de l'aviation en disant ben voilà, vous savez pas encore quoi faire de la vie, venez voir ce qui peut se passer dans l'aviation d'une manière générale et puis peut-être que vous trouverez votre voie là-dedans. Et ça nous permet aussi, parce qu'en ce moment, il y a énormément de dénigrement, de bashing, comme on dit en anglais. Il y a énormément de dénigrements qui sont basés sur rien, qui sont juste basés sur du buzz, sur des choses, parfois des volontés politiques aussi, un petit peu cachées. Et on se bat contre ça en disant, ben non, venez voir, plutôt que répéter des choses que vous avez entendues bêtement, venez voir, et puis regardez comment ça se passe. Et après, les gens se font un avis, bien évidemment. Ouais, c'est mieux de voir avant de parler que l'inverse. Exactement. Et d'accord. Et du coup, vous avez aussi, vous proposez aussi des vols justement, adaptés pour les personnes en situation de handicap. Comment on arrive à faire ça? Parce que on verra plus après en montrant les avions, mais ça peut sembler un peu peut-être compliqué ou pas très accessible. Donc Tous les ans, on organise une opération qu'on appelle Handivol, c'est sur un week-end. Où en accord avec les associations qui s'occupent de personnes à mobilité réduite, comme on dit, on leur permet de découvrir un petit peu ce que c'est que la France, Amiens, vue d'en haut. Ouais. Et c'est très sympa, déjà pour eux c'est un challenge, pour nous c'est un partage. Et de voir ces gens-là avec un sourire à la banane jusqu'aux deux oreilles en disant oh zut, on a découvert autre chose et on ne pensait pas que c'était possible, on en est fiers, quoi. Parce que ça demande quoi en termes de moyens et de logistique par exemple? Est-ce que c'est compliqué à mettre en place ou finalement, bien sûr que c'est compliqué. Les gens qui ont un problème physique, pour monter à bord, c'est pas évident. Ces avions-là n'ont pas été du tout conçus pour eux, donc on est obligé d'avoir du matériel particulier, des gens spécialisés qui vont les aider à monter dans les avions, les descendre, les encadrer à bord des avions, parce que le handicap, il peut être intellectuel aussi, psychologique, je veux dire. Et donc, dans ce cas, il faut bien les encadrer à bord des avions, mais ils sortent tous avec une banane comme ça, et ça, c'est génial. Et ça fait combien de temps que ça existe justement Handivol, je ne peux pas vous répondre exactement, mais ça fait longtemps, ça fait plus une quinzaine d'années, une vingtaine d'années que j'entends parler de ça. Ouais, donc c'est quand même une bonne réussite si ça continue depuis autant de temps à faire durer. Les éducateurs sont contents, ça permet de montrer autre chose. Nous, ça nous permet de partager. C'est sûr que ces gens-là ne deviendront jamais membres, mais ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est pas de faire de la retape, c'est vraiment de faire plaisir, de faire découvrir autre chose et de partager notre plaisir, leur faire découvrir notre plaisir, même si il reste difficilement accessible pour eux. C'est déjà un bon point de leur permettre au moins une fois peut-être dans l'année de s'essayer à l'aviation. Je pense qu'on a un peu fait le tour de toutes les diverses activités, en tout cas en global, mais j'aimerais bien qu'on parle un peu de la section du coup compétition. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment ça se passe, par exemple une compétition de voltige pour les personnes qui ne connaissent pas? Alors, au sein de la section vol moteur de l'aéroclub, on a une équipe voltige qu'on appelle Amiens Voltige. C'est pour avoir un nom porteur et puis qui défend aussi les couleurs locales. On fait de la compétition en voltige, on fait de la formation déjà. Et puis, moi l'objectif c'est vraiment de partager un sport individuel d'équipe, comme je dis, tout seul dans l'avion, mais c'est grâce à des efforts communs que le pilote seul à bord arrive à briller. La voltige, c'est une discipline sportive.
comment dirais-je, orchestré par le ministère Jeunesse et Sport, mais qui donne délégation à la Fédération française aéronautique pour l'organisation des championnats, des niveaux, etc., etc. Et nous, on est club régional labellisé de haut niveau, hein, pour justement former des gens en voltige et à la compétition en particulier. Okay. On a pas mal de résultats. L'équipe voltige, on fait de la voltige à Amiens depuis 1966 de mémoire, quelque chose comme ça. Depuis 1966, on a quelque chose comme entre 60 et 70 titres, je crois que c'est 65, si ma mémoire ne me trahit pas, ça fait quand même pas mal. Les 2 dernières années, 2023-2022, on est champion de France par équipe au niveau biplace. On a pas mal de titres de champion de France, on a des gens qui ont fini en équipe de France, on a eu des team managers d'équipe de France qui sont passés par chez nous. Enfin bref. Un beau palmarès quand même. Voilà, on fait le travail quoi, on fait le travail. Tout doucement, discrètement, mais on le fait et on tient dans le temps et pour moi c'est très très important de tenir dans le temps. Et comment comment on gagne par exemple la voltige? C'est quoi les critères? Comment ça se passe la compétition en elle-même par exemple? Alors la compétition en elle-même, déjà la formation. On commence par être formé sur des avions avec une catégorie de performance qu'on appelle biplace. C'est pas qu'ils sont en biplace, mais ils sont tout seuls quand ils partent en compétition, même si c'est un biplace, ils sont tout seuls aux commandes. Hein. Mais c'est surtout une catégorie de performance. Donc on fait de la double commande avec ces gens-là, puis ensuite on fait du coaching à la radio. Les cycles, les niveaux de voltige compétition, il y en a plusieurs. Il y a déjà 2 grosses catégories, biplace et monoplace. Monoplace, c'est les avions très très performants, style Formule 1, pour faire une extrapolation. Il n'est pas question de voir un jeune en termes d'expérience et de niveau monter dans une Formule 1, parce que ça va très très mal se terminer. Donc la fédération a imposé des niveaux qu'on appelle Espoir, Promotion et National B en biplace. Une fois que vous êtes sélectionné à chaque niveau, vous pouvez gravir. C'est-à-dire pour passer d'espoir à promo, il faut faire un résultat en compétition espoir pour pouvoir avoir accès au niveau promo. Pareil pour le niveau national B. Une fois que vous êtes au niveau national B avec plus de 7 de moyenne sur un championnat, vous pouvez aller en faire du monoplace. De monoplace, vous recommencez. Il y a Advance, Excellence et Elite. Et c'est pareil, il faut grimper un petit peu les marches. Voilà. Pour finir au top du top et en équipe de France éventuellement, pour les meilleurs. On l'espère. Et du coup, est-ce qu'on peut parler un petit peu de, j'ai envie de dire, des finances, mais par exemple, vous avez combien d'avions? Comment on fait pour, je sais pas, acheter un avion, les entretenir? Ça coûte beaucoup d'argent? Est-ce que c'est... Alors, on est... comment dirais-je, on est obligé de respecter une réglementation. L'objectif étant la sécurité des vols. La sécurité des vols, c'est basé sur 2 choses. La compétence du pilote à bord, qui est issue de sa formation, donc une bonne formation de base, et puis du matériel fiable. Pour que le matériel soit fiable, pour pas qu'il y ait du n'importe quoi, nos avions sont certifiés par ce qu'on appelle la DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile, qui nous impose des visites, des potentiels, etc. Alors une visite, par exemple, c'est soit calendaire. Tous les 4 ans, il faut vérifier l'avion de telle manière, c'est ce qu'on appelle une 4 ans, soit au nombre d'heures, toutes les 50 heures ou toutes les 100 heures, il faut faire tel type de visite, il faut vérifier ça. Et ensuite, le matériel en lui-même est assujetti au potentiel. C'est-à-dire un moteur, quand un moteur certifié, il est certifié pour 2000 heures. C'est-à-dire qu'au bout de 2000 heures, quand il a fait ses 2000 heures, quel que soit son état de fonctionnement, on doit le changer. Okay. Soit on lui fait faire ce qu'on appelle une révision générale, c'est-à-dire qu'il change toutes les parties mobiles à l'intérieur du moteur. Ça coûte une blinde. Soit vous achetez un moteur neuf, et là ça coûte une super blinde, en gros. Hein, pour ne pas parler de prix, mais c'est énorme. Ce qui fait qu'on ne peut pas voler pas cher au prix de l'essence en disant j'achète un avion, je l'amortis sur 10 ans, 15 ans, et puis je mets que de l'essence et de l'huile.
Non, ça ne marche pas comme ça. Non seulement il faudra l'amortir sur un certain nombre d'années en fonction du fonctionnement club, et puis ensuite il faudra prévoir les potentiels moteurs, les potentiels hélices, les révisions, les machins, les trucs. Ce qui fait que ça coûte assez cher, quoi. Un avion qui est comme celui que vous voyez là derrière, qui est l'avion École Voltige, et on fait partie des avions les moins chers de France, il coûte quand même presque 210 balles de l'heure, 210 € de l'heure, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est énorme. Bon, bien sûr, il y a la conso carburant, mais il n'y a pas que ça, quoi. Tout le reste, c'est l'entretien. Donc il y a des gros budgets à sortir. Alors, il y a des gros budgets pour les... Alors, si vous faites de l'aviation de loisirs, votre budget annuel, il restera votre budget annuel, et vous volerez en fonction du coût. Hein. Oui. Si vous avez 100 à dépenser et que ça coûte 10 €, 10 de l'heure, bah, vous ferez 10 heures. Voilà, tout simplement. Si vous avez 100 à dépenser et que ça coûte 50 de l'heure, bah, vous ferez que 2 heures. Par contre, pour les sportifs qui, eux, veulent s'entraîner, eux, c'est le contraire. Ils disent, voilà, pour m'entraîner, il me faut par exemple 25 heures par an. Ouais. C'est la moyenne à ce niveau-là. Et ils vont essayer de trouver le budget à travers des privés, soit personnels, soit leur famille, pour pouvoir faire 25 heures par an. C'est un petit peu différent. Avec l'aviation de loisirs en vol moteur, où les gens ils ont un budget loisir, et puis ils essayent d'optimiser le nombre d'heures de vol. Ils vont voir différents clubs, les différents tarifs, etc. etc. Ok. Et vous financez du coup aussi en partie le club, j'imagine, avec les vols justement de personnes qui viennent en loisir pour faire tourner vos dépenses, ou c'est... Alors on essaye d'avoir une rentabilité intrinsèque par machine, par matricule, en fonction des heures de vol, etc. qui sont faites. Et puis ensuite, forcément, il y a une petite marge pour les frais de fonctionnement du club. On a un clubhouse, il faut chauffer l'hiver, il faut l'eau qu'on consomme, l'électricité qu'on consomme, etc. etc. Mais non, on ne dégage pas assez de marge pour... Et c'est un souhait, hein, sinon on va perdre de la clientèle, entre guillemets. C'est pas vraiment de la clientèle, hein. On est une association de 1901, on n'est pas une entreprise. Hein. Et on n'a pas le droit de faire de bénéfices déjà. Et c'est vraiment pas l'objectif. Donc l'activité voltige au sein de l'aéroclub, l'avion est géré par l'aéroclub, et l'activité voltige, l'équipe Amiens Voltige, on a pas mal de jeunes vachement dynamiques qui essayent de trouver des sponsors, des aides, soit de la région, soit... Bon, ils se battent pour y arriver, quoi. C'est pas évident. Quand on part en compétition, vous voyez l'heure de vol, mais il y a aussi le déplacement. Vous êtes de l'autre côté de la France, il faut vous loger, il faut vous nourrir, il faut... Alors il y a la tente pour certains, il y a les gîtes surtout pour la majorité, puis pour les plus aisés il y a les hôtels, mais vous voyez c'est un coût. Et ça c'est pas du tout l'aéroclub qui fournit les moyens pour l'hébergement par exemple, pas du tout. Et ça représente beaucoup de déplacements dans une année, par exemple Dans une année, l'avion, il va à 4 ou 5 compétitions qui ont lieu partout en France. Par exemple, là, cette année, il y en a une qui n'est pas très loin, à Bernay. Bernay, c'est 45 minutes de vol aller, 45 minutes de vol retour. Ça fait 1h30 de budget de convoyage, parce qu'il faut l'intégrer. Hein. Plus la compétition là-bas et l'hébergement, ça va. Quand vous allez, il y en a une autre à Villeneuve. Villeneuve, c'est presque 3 heures de vol aller, 3 heures de vol retour. Un vol de voltige, un vol de compétition, ça dure 10-12 minutes. Vous en faites 3 parce qu'il y a 3 programmes, le programme connu, le programme libre, le programme inconnu. C'est pas forcément dans cet ordre-là, mais il y a 3 programmes. Donc vous volez en gros 40 minutes. Hein, 3 heures de convoyage aller, 3 heures de convoyage retour. Le mec, il y va tout seul, il va payer 6 heures, 40 minutes. Ouais. Vous vous rendez compte ? Ça fait beaucoup. Oui, donc on essaie de mutualiser, on essaye d'emmener le plus grand nombre de pilotes possible en compétition pour que ces 6 heures de convoyage soient réparties sur le plus grand nombre possible. Donc on ira voir de toute façon plus les avions et tout ça en détail juste après pour reparler un peu de tout ça. Question qui peut-être fâche un peu ou
etc. On dit c'est souvent ce qu'on entend que l'avion c'est polluant, que c'est pas écologique, Ce que etc. je disais tout à l'heure en parlant du BIA, Ouais. il y a de l'aviation bashing en ce moment, du dénigrement. On ne sait pas d'où ça vient, parce que c'est vraiment pas justifié. En termes de bilan CO2, l'aviation légère, je parle bien d'aviation légère, le bilan est positif. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Parce que ce qu'on pollue, ce que nos avions polluent, entre guillemets, ce sont des moteurs thermiques. Toute l'aviation légère, c'est 3 heures de bagnole en France par an. C'est peanuts. Okay. Ouais. C'est peanuts. Mais c'est médiatiquement, voilà, ça s'appelle du bashing, ça s'appelle du dénigrement. Pourquoi c'est positif? Parce que tout ce que rejette, on est à la Fédé, on est 40 000 pilotes privés, entre guillemets. Tout ce qu'on rejette, nous, c'est largement compensé par les terrains d'aviation, qui sont des poumons des terrains d'aviation. Il y a énormément de verdure, énormément de tout ça. Donc, vous voulez tuer l'aviation légère, ok. Volonté politique ou bêtise, peu importe. Vous la tuez. Qu'est-ce que ça va devenir ces terrains, à votre avis? Des habitations. Ils vont être bétonnés. Résultat, vous ne travaillez pas pour la planète, vous faites de l'anti-verte attitude en tuant l'aviation légère. Et ça, les gens n'en sont pas conscients. Oui, on imagine du béton et des avions et pas les lapins et les moutons qu'on a vus ce matin en arrivant. Vous pourrez filmer, vous regarderez. C'est un vrai poumon. Ouais. D'ailleurs, on le voit en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu derrière le mien, là, ça se développe de manière commerciale, commercialement parlant. Et bien sûr, les promoteurs qui, eux, ne voient que la rentabilité, ils se disent « Ah, ce serait bien », ils font des pressions pour les politiques pour essayer de récupérer ce truc en utilisant l'aviation bashing, entre autres. Mais le maire d'à côté, lui, il n'est pas d'accord du tout. Il se bat. Lui, il dit, mais attendez, le maire de Glizy, on est sur le terrain de Glizy. Il dit, mais attendez, moi, c'est un poumon, demain, vous allez me bétonner tout ça, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Bon. Parce que lui, il a compris ce qui se passe. Oui, puis c'est peut-être un problème un peu de médiatisation, justement, et qu'on ne voit pas, en fait, ce qui se passe, et la plupart des personnes ne connaissent peut-être pas non plus réellement ce qui se passe. À partir du moment où vous faites du dénigrement, c'est de la mauvaise foi. Vous ne cherchez pas, c'est que vous avez une vue derrière, un objectif qui peut être l'urbanisation commerciale ou peu importe, et tout est bon pour y arriver. Et l'objectif, c'est la rentabilité, c'est pas du tout la planète, ils s'en foutent de la planète, ils s'en foutent complètement. Mais ils utilisent toutes les armes et les médias sont très sensibles. Le buzz en ce moment en France, pas seulement en France d'ailleurs, mais à tout va, fait que vous pouvez raconter tout et n'importe quoi et vous allez être suivi par des milliers de gens comme des moutons, sans réfléchir. Alors que quand vous réfléchissez, quand les études sont faites, les gens disent mais attendez, ils font, nous chez nous on fait à peu près allez, en vol avion, donc faire tourner des moteurs, on fait 2000 heures par an. Vu le poumon que c'est, je peux vous dire que le bilan écologique est super positif. Mais si vous vous focalisez sur les 2000 heures par an, sans dire toute la vérité. Et du coup, justement, par rapport à tous un peu ces problèmes écologiques, vous êtes en train d'essayer d'acheter un nouvel avion de voltige électrique. Est-ce que tu peux un peu en parler justement des progrès Aujourd'hui, la Fédé développe un avion électrique qui s'appelle le Vélis, qui est un avion de formation de base. Le problème, c'est l'autonomie des batteries. Et on a pour projet en voltige une boîte française qui s'appelle Aura Aero, qui développe un avion de voltige qui est électrique, qui est en cours de certification. Il y a quelques années, juste avant le Covid, on était prêt, moi je voulais absolument être le premier avion en France électrique de voltige.
Bon, le Covid a foutu un petit peu le bordel, comme vous le savez. Donc ça a pris pas mal de retard, et notamment la certification de cette machine, qui ne l'est toujours pas, qui devrait l'être d'ici 2 ou 3 ans. Est-ce qu'on aura les moyens? Parce que le problème, c'est qu'à travers le Covid, tous les coûts ont explosé. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Malheureusement, l'aviation légère n'a pas échappé au phénomène. Est-ce qu'on aura les moyens de financer ce genre de machine? Je ne sais pas, mais ça reste un projet pour nous. On a tout chez nous pour pouvoir, comment dirais-je, utiliser un avion électrique, dans le sens où le box est vertical de terrain, donc il nous suffit de monter, puis ensuite on se repose. On n'a pas de navigation pour aller dans le box voltige, donc c'est vraiment optimal. Ok. Et ben, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette partie un peu questions. On va vous emmener visiter, voir les avions dans les avions. Je pense qu'on va vous faire Pas de souci. une vraie immersion pour vous montrer tout ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant, mais sans images. Donc, merci beaucoup pour les réponses.